De la Tanzanie, les voyageurs en général ne retiennent que les parcs animaliers superbes et ne s'aventurent guère sur les côtes parfois sauvages, où se dissimulent des îles absolument magnifiques. Les noms seuls sont déjà évocateurs. Zanzibar, Mafia, Pemba, autant de lieux marqués par un héritage étonnant de marins venus d'Oman vers les côtes de l'Est de l'Afrique. Effluves d'épices, plages désertes, palais et mosquées du XIIIe siècle, nature exubérante, nous partons pour un voyage inattendu. Pour découvrir cette Tanzanie plus maritime, il faut survoler l'immense capitale Dar es Salaam, pour mettre le cap au nord-est et se diriger vers l'archipel de Zanzibar. Son île principale, Unguja, est devenue dans le langage commun Zanzibar. Carrefour commercial et porte d'entrée de l'Afrique de l'Est, Arabes et Indiens ont contribué à forger la réputation de l'île et de sa capitale, Stone Town. La ville est un condensé de ce brassage culturel et religieux, dont les mosquées, temples et églises sont l'expression la plus visible. Dans le dédale de ruelles de la vieille ville, les styles architecturaux racontent une histoire qui débute en 1698, lorsque le sultanat d'Oman prend le contrôle de Zanzibar aux Portugais. La production d'épices, le transit de marchandises, la traite des esclaves vont attiser longtemps les convoitises, entraînant des conflits et des luttes de pouvoir quasi incessantes. La difficulté pour Stone Town aujourd'hui est d'arriver à préserver son patrimoine historique, rendu fragile par les moussons successives et l'air marin. Les lieux de culte aujourd'hui ont délaissé la plupart des bâtiments historiques au profit de constructions plus récentes, comme le temple indien de Sri Shiv Shakti Mandir. La mosquée et la madrasa, l'école coranique, sont aussi installées dans un ensemble récent. Plus que toute autre chose, les portes racontent beaucoup sur les maisons de Zanzibar et leurs occupants. Si les portes swahilis sont simples, les plus imposantes sont les indiennes. Constituées de blocs massifs en teck, elles sont souvent décorées de pointes en cuivre qui servaient jadis à éloigner les éléphants. Les échoppes, les bazars, témoignent d'un commerce toujours florissant. À proximité du marché, le magasin Shavda est un lieu incontournable pour acheter des kangas, un rectangle de tissu d'environ 1,50 m de long qui est un élément clé de la garde-robe d'une femme à Zanzibar. Très colorées, elles peuvent le porter en enveloppant la tête avec le buste et en ajouter un autre autour de la taille. Le marché central bourdonne en permanence. Les allées sont remplies d'odeurs d'épices et de fruits exotiques. En août, c'est la saison des litchis que l'on achète par bouquet. À la tombée de la nuit, sur le front de mer, autour des jardins de Forodani, c'est l'affluence. On vient profiter de la fraîcheur, s'amuser des cabrioles des enfants qui se servent des jetés comme plongeoires. Lorsque le soleil est sur le point de disparaître, les cuisiniers ambulants entrent en action pour proposer des grillades de brochettes, des pains orientaux ou encore des jus de canne à sucre.
Les épices se cultivent à travers toute l'île. Les petites exploitations mélangent de manière artisanale différentes plantes. Il est rare de trouver des champs entiers parfaitement alignés, comme ici à Kisimbani, avec plusieurs variétés de cardamone. Nous cultivons beaucoup de cardamone et parfois même nous l'exportons vers plusieurs pays. En général plutôt vers l'Afrique de l'Est et parfois même en dehors de l'Afrique de l'Est. La cardamone en poussant produit d'abord une fleur, ensuite les graines apparaissent comme pour toutes les autres épices. Il y a d'abord des fleurs sur les plantes qui précèdent des graines. Voilà ensuite à quoi ça ressemble. Mais il faut encore les ouvrir pour en extraire ces petites graines à l'intérieur. Le jardin recèle de nombreuses variétés qui ne sont pas facilement identifiables, que ce soit des cabosses qui contiennent des fèves de cacao, du jasmin, ou encore l'arbre à pain que l'on cuisine souvent ici. On le coupe d'abord pour le préparer. On ne le mange pas cru. Il faut le cuire avant. Nous préférons d'abord le bouillir, quel que soit le repas, mais nous le mangeons plutôt le matin pour le petit déjeuner. Il faut l'éplucher, ensuite le couper en petits morceaux et enlever le cœur qui est dur. Voilà ce que l'on met à bouillir et ça a le goût de la pomme de terre. Mais certains aiment bien aussi le frire comme des frites et on peut également le rôtir. En fouillant un peu la terre, c'est du turmeric, une épice racine qu'affectionne la cuisine indienne. Il y a du poivre bien sûr et du roucou que l'on appelle ici anato dont les graines servent à se maquiller. Alors les femmes, pour se faire belles lors d'occasions spéciales comme les mariages, frottent comme ceci et l'appliquent sur les lèvres. On peut l'utiliser aussi pour se teindre les cheveux, comme le font les Maasai. On trouve bien sûr des clous de girofle, du café, sans oublier de la noix de muscade. C'est une épice que l'on utilise dans plusieurs plats, comme la purée de pommes de terre par exemple. Ici, c'est de la même famille que le turmeric, ce sont des racines de gingembre. Zanzibar possède aussi plusieurs vestiges historiques qui ramènent à l'époque fastueuse des sultans. À quelques kilomètres à l'extérieur de Stone Town, le palais Marououbi a été construit en 1882 par le sultan Bargash, qui fut le premier à régner après l'indépendance de l'île et connu surtout pour avoir aboli l'esclavage. Non loin de là, les bains de Kidichi rappellent que les Perses étaient largement présents dans ces îles. La deuxième femme du sultan Saïd, petite fille du Shah, avait fait construire ces bains en 1850 dans un style typique persan pour qu'elle et le sultan viennent s'y rafraîchir après leur partie de chasse. Les forêts de l'île ont bien diminué. Le parc national de Jozani, situé au centre, a permis d'en sauvegarder une partie significative composée de mangroves, d'arbres de différentes essences rares et qui surtout abrite le colobe roux de Zanzibar. Ces primates vivent en groupe d'une dizaine d'individus allant d'arbre en arbre pour se nourrir de feuilles. C'est une espèce menacée que l'on protège avec attention dans les parcs nationaux. À marée basse, sur les immenses plages de la côte est Apagée, on voit apparaître des taches brunes. Ce sont des plantations d'algues. Cette culture a été introduite à la fin des années 1980 et a pris de l'ampleur. Les algues poussent autour de cordelettes maintenues par des piquets en bois. Au bout de 45 jours environ, lorsqu'elles ont atteint un volume suffisant, on les cueille en ayant soin de laisser de jeunes pousses prendre le relais.
À la ferme du Seaweed Center, ce sont essentiellement les femmes du village qui travaillent aussi bien dans l'eau que dans les ateliers de transformation. Une fois récoltées, les algues sont amenées à la ferme située de l'autre côté de la plage, à une dizaine de minutes à pied. Il faut dans un premier temps les faire sécher au soleil et attendre qu'elles changent de couleur. Ce sont les femmes du village qui viennent travailler ici. Nous avons une dizaine de femmes ici qui préparent les produits. Alors ici, nous avons quelques-uns de nos ingrédients. Ici, c'est de la poudre d'algues. On a besoin d'une poudre brute. Et celle-ci, c'est une poudre d'algues fine. Celle-ci, nous l'utilisons pour les savons. On la mélange avec celle-ci. Quand on prépare de l'exfoliant, on utilise plutôt celle-ci, qui va gommer la peau. On n'utilise pas de la poudre fine. Je préfère travailler dans l'atelier, c'est quand même plus facile. On est dans une pièce fraîche, on n'est pas au soleil. Ici, on est assis sur une chaise. En remontant vers le nord, vers le village de Matemwe, en début d'après-midi, la plage s'anime. Les dos rentrent peu à peu de la pêche. Les femmes du village sont là pour gérer la distribution et la vente du poisson aux enchères. Si quelques affaires se traitent directement à la sortie de l'eau, le cœur du marché a lieu en retrait sur les hauteurs, où l'on négocie, puis on écaille les poissons. Dans l'archipel, on appelle d'eau toutes les embarcations propulsées par une voile. Les plus petits remontent facilement au vent. Ils servent pour aller pêcher dans les environs. C'est à la pointe nord de l'île que l'on retrouve les charpentiers de marine les plus réputés, capables de construire des dos de différentes tailles. Ils utilisent du bois de manguier ou encore des arbres provenant des mangroves. Moussa et son équipe de 5 personnes adaptent et taillent tout le bois récolté. Pour finir le bateau, je vais avoir besoin d'environ 3 mois. Quel bois vous utilisez? C'est du manguier. Il va servir pour emmener des touristes, des plongeurs. À Stone Town, les sons du tarab résonnent en permanence à travers les ruelles. Le tarab, à l'origine, vient d'Égypte. Il était joué par les marins sur leurs boutres dans le port lorsqu'ils attendaient des vents favorables pour rentrer au pays. Les sultans l'ont repris pour animer la cour.
Le Tarab a même son académie de musique, où les cours sont dispensés avec les moyens du bord. Machim est un de ses directeurs. Par le passé, la musique traditionnelle de Zanzibar a failli disparaître. Mais grâce à la Do Country Music Academy, tout a été fait pour la préserver et promouvoir la musique traditionnelle. Aujourd'hui, cette musique traditionnelle est bien vivante et l'Académie a su attirer de jeunes talents pour la perpétuer. La musique tarab a été amenée à Zanzibar dans les années 1870 par le sultan Bargash. C'est une musique qui vient d'Égypte. Nous, les locaux, nous aimons bien cette musique, même si à l'origine, elle était créée pour être jouée dans les palais. Ensuite, le peuple se l'est peu à peu appropriée comme musique traditionnelle. Aujourd'hui, elle est jouée dans les mariages, les festivals et les cérémonies. Toutes les semaines, l'Académie donne un concert qui rassemble des artistes en résidence ou encore d'anciens élèves devenus des références en la matière. L'île de Canggu, face à Stone Town, cache sous des allures idylliques une histoire bien moins séduisante. Donnée par le sultan aux Arabes en 1860, elle servait de prison aux esclaves récalcitrants qui étaient vendus sur le marché de Stone Town. Sous le protectorat britannique, elle servait de lieu de quarantaine pour les voyageurs suspects afin d'éviter les risques d'épidémie. Aujourd'hui, on y séjourne dans une partie rénovée en hôtel. De l'autre côté de l'île, ce sont des tortues géantes qui occupent l'espace. Elles avaient été données au sultan au début du siècle dernier par le gouverneur britannique des Seychelles. Elles se sont parfaitement adaptées. En se dirigeant vers le nord de la Tanzanie, Pemba est la deuxième plus grande île de l'archipel de Zanzibar. Entourée de mangroves et de lagons, l'île est un peu plus petite que sa voisine. Elle fait 984 km², mais elle est surtout plus fertile, longtemps surnommée l'île verte par les Arabes. Malgré de nombreux atouts, Pemba n'a ouvert ses portes au tourisme qu'à partir du début des années 90. Au-delà de quelques bâtiments coloniaux, Chake, la capitale, vit au rythme de l'agriculture, en particulier du clou de girofle. Pour circuler, les voitures sont rares. Les camions-bus collectifs deviennent incontournables. Plus de 3 millions de girofliers tapissent l'île, qui reste le premier exportateur mondial de clous de girofle. En pleine saison, la récolte occupe toutes les familles paysannes de l'île. Les écoles sont moins fréquentées. Dans chaque maison intervient ensuite le travail fastidieux de séparer la tige des boutons avant de les mettre à sécher au soleil. Si la saison est bonne, ils peuvent espérer vendre 35 kg de clous de girofle. Même vendu à seulement 5 € le kilo aux grossistes, ça reste une ressource importante pour cette famille. Le dimanche, les loisirs sont rares. Lorsque le village de Pujini organise une corrida, la foule se presse autour des danses préliminaires. La danse du bâton,
La Kyumbizi s'apparente plutôt à un duel qui se joue entre les participants de la corrida. Le grand moment est arrivé. Le jeune taureau va être excité par le petit groupe d'hommes du village retenu pour l'affronter à main nue. Le but étant de d'étaler le plus vite possible sans se faire prendre lorsque l'animal va décider de charger. Le jeu est supposé être inoffensif, mais chaque charge du taureau déclenche des cris et des mouvements de foule. L'hystérie atteint son comble lorsqu'un jeune du village se fait pousser par le taureau. Il se sauve d'extrême justesse. Pemba abrite aussi plusieurs colonies endémiques de chauves-souris. Communément appelées le renard volant de Pemba, ce sont les plus grandes chauves-souris actuelles, mais elles sont en voie de disparition. L'effectif global de l'espèce est compris entre 4500 et 5500 animaux répartis en 19 dortoirs. La chasse pour la consommation locale et la destruction des forêts sont les principales causes de leur régression. Au nord de l'île, les paysages changent. Les cocoteraies alternent avec les champs de céréales le long de la côte. À proximité de Tumbé, la végétation laisse apparaître plusieurs vestiges constitués de tombes et de mosquées. Ils remonteraient au XIIIe siècle, une époque où deux sultans arabes venus d'Oman se partageaient l'île. À l'extrémité nord-ouest de l'île, une zone humide précède la dernière forêt primaire, la forêt de Nigézi. La forêt s'achève sur une des plus belles plages de l'archipel, celle de Vumawimbi. Des kilomètres de sable fin parsemés de quelques barques de pêche. Souleymane est venu de Chaké pour attendre les pêcheurs qui rentrent d'une nuit passée en haute mer. Il sait que la pêche est bonne et les prix imbattables. Le patron du bateau débute les enchères. Souleymane repart avec 2 pièces magnifiques pour l'équivalent de quelques euros. Nous partons maintenant vers le sud, pour l'île de Mafia, sans doute la moins connue, mais pleine de surprises.
Mafia ne fait pas partie de l'archipel de Zanzibar, même si elle a appartenu au sultan de Zanzibar avant d'être vendue aux Allemands en 1890. Sa surface fait la moitié de Pemba. Son nom commence à circuler discrètement entre initiés comme une nouvelle destination touristique. À Kilindoni, la capitale, le marché propose fruits et légumes de l'île. L'économie repose surtout sur la pêche, l'agriculture et plus récemment le tourisme. L'influence indienne se retrouve au marché dans la manière de préparer les chapatis. Le port de Kilindoni est le plus important de l'île. Les bateaux sortis pendant plusieurs jours ou simplement pour la nuit viennent de rentrer. Les derniers d'eau approchent avant que la marée ne soit trop basse. La meilleure façon de conserver le poisson lorsqu'il n'est pas vendu frais est de le frire. Il n'existe aucun système de réfrigération dans l'île. Le bateau qui relie l'île au continent vient d'arriver après 4 heures de traversée. Les taxis-motos attendent les clients à la sortie d'une digue interminable. Un peu plus bas sur la plage, les pêcheurs font sécher de tout petits poissons similaires à des anchois, qui serviront à la confection de pâtes de poisson et de conserves. D'autres, plus loin, réparent d'immenses filets. Plus haut, sur la plage de Boutamia, les rares hôtels profitent d'un décor magnifique. Mais ce qui est en train de faire connaître Mafia, plus que toute autre chose, ce sont les fonds marins. La pointe sud-est de l'île, Ras Kinimani, est bordée d'immenses cocoteraies. Elle n'est accessible que par bateau. Elle n'est fréquentée que par les mouettes et par quelques pêcheurs. Pour remonter vers le nord, il n'y a qu'une seule route qui sort de Kilindoni. C'est en fait une piste. Baleni est réputé pour avoir de très bons menuisiers. Ici, Baliki est en plein travail. Qu'est-ce que vous faites là? Je fabrique un lit. Il sera fini quand? J'aurai fini dans 2 jours. En approchant vers le nord, de majestueux baobabs encadrent la piste. Dans le village de Bweni, les femmes travaillent ensemble. Elles sont en plein tressage de mkeka, une sorte de petit palmier, autour de Kazia qui explique ce qu'elles font. Nous tressons les feuilles pour obtenir des lamelles de cette largeur. On va ensuite prendre les mesures de ce que le client veut comme taille de tapis et on va les assembler. Avant, il faut bien sûr enlever tout ce qui est inutile, comme ces bouts de feuilles qui dépassent, et on les assemble.
Ensuite, on va à la boutique où l'on peut acheter de quoi teindre les parties qui ont besoin de couleurs. Voilà un peu les différents modèles que l'on peut faire. Comme la plupart des gens ici sont musulmans, ils s'en servent comme tapis de prière ou pour décorer. La pointe nord de Mafia, aussi belle soit-elle, rappelle qu'en 1915, les Anglais ont bataillé ferme pour déloger les Allemands qui avaient construit ce phare pour communiquer avec le continent. Au sud-est de Mafia, un chenal conduit vers un autre chapelet d'îles plus petites. Parmi elles, Juhani, bordée par une superbe lagune. Toutes ces îles étaient très fréquentées. Elles servaient de relais aux marins arabes qui remontaient vers Oman. En 1820, c'est une tribu cannibale venue de Madagascar qui a envahi le village de Koua, qui quelques années plus tard sera occupé par les Allemands. Aujourd'hui, la plage de Koua intéresse surtout les associations de défense des tortues. Hassan est venu surveiller la mise à l'eau de nouveau-nés et s'assurer qu'il ne leur arrive rien. Après avoir passé près de 2 mois enfouis dans le sable, les œufs vont éclore tous ensemble. Une tortue pond environ 70 œufs. On surveille les tortues qui viennent pondre la nuit. Le matin, elles ont laissé des traces sur le sable. Il suffit de remonter vers le nid où sont les œufs. Oui, il y en aura très peu qui atteindront l'âge adulte. Il y a beaucoup de prédateurs, les mouettes, les poissons qui les mangent. Le rapport est d'environ 1 sur 1000 qui arrive à survivre. Le travail de cette ONG a permis depuis 2001 de surveiller près de 3200 nids pour permettre à 230 000 petits de rejoindre la mer. La population de tortues autour de Mafia et de Juhani s'est désormais stabilisée. De l'autre côté de l'île, des vestiges de châteaux, de mosquées et de tombes attestent qu'elle était largement fréquentée à partir du XIIe siècle. On y a retrouvé des inscriptions en persan. Une reine venue de Shiraz aurait régné sur ce territoire avec une poigne de fer. Plus tard, Portugais et Arabes se sont partagés ces terres au gré des conflits. Malgré plusieurs campagnes d'exploration, il est impossible matériellement de débarrasser ces vestiges de la nature qui l'a envahi pour les mettre en valeur. En remontant le chenal vers Mafia, à marée haute, on croise de nombreux dos. Seul moyen de transport pour les populations qui résident sur ces îles. Face à Mafia, la toute petite île de Cholet est habitée par des pêcheurs. Tout y est encore plus calme, comme hors du temps.
Les maisons sont construites avec de la terre et du corail. Les noix de coco, bananes et taros y poussent en abondance. Plusieurs vestiges de Cholet indiquent que cette île était la capitale de mafia aux alentours du XIIe siècle. Depuis plusieurs années, le chenal entre Mafia et Cholet, avec une grande partie des baies autour du sud de Mafia, font partie d'un parc marin protégé. On y trouve notamment de superbes spécimens de requins-baleines. C'est dans ces lieux retirés du monde qu'un couple de Sud-Africains a eu l'idée originale de créer Cholet Mjini, un hôtel dont les chambres sont situées au sommet des troncs de baobab et ouvertes sur la forêt. Nous rejoignons le continent pour se diriger vers le sud du pays, à Kilwa. Le long du littoral, les villageois vivent de la pêche et de l'agriculture. Ici, à Limaliao, on cultive surtout la noix de cajou. Devant chaque maison, on pile encore de manière traditionnelle des céréales, comme du millet. La noix de cajou pousse dans de grands arbres, des anarcadiers. Une fois débarrassée de son enveloppe, la noix doit être cuite. Crue, elle est toxique. Les arbres s'étendent à perte de vue. C'est une ressource importante pour la région et le pays, qui exporte la majeure partie de sa production. À proximité du village, la nature a créé à l'aide des pluies et de la sédimentation un étonnant réseau de grottes. Dissimulées par une nature généreuse, elles ont souvent servi de cachette lors des différents conflits, que ce soit entre tribus ou plus tard lors de la colonisation. Il y avait plusieurs sources d'eau douce qui permettaient de rester dissimulées pendant plusieurs semaines. Encore aujourd'hui, les villageois vont s'approvisionner en eau sur certaines de ces sources. En poursuivant la route vers Kilwa, le village de Kivinje est aujourd'hui un port de pêche dynamique. Au début du 19e siècle, lorsque les Omanais perdent le sultanat de Kilwa, ils se replient à Kivinje, qui devient une plaque tournante du commerce des esclaves et de l'ivoire. Les caravanes partaient d'ici pour s'enfoncer dans le continent ou remonter vers le nord. Kivinje exportait aussi des esclaves. Dans les années 1860, on estime que plus de 20 000 personnes ont été ainsi envoyées aux États-Unis. À la fin du 19e siècle, ce sont les Allemands qui vont déloger les Omanais. Ils vont agrandir la ville, ajouter de grands bâtiments et un fort pour à leur tour partir à la fin de la guerre. La pêche reste le moteur de l'économie locale avec une flotte de dos capable de partir pour des campagnes de plusieurs jours. Les anciennes demeures historiques, lorsqu'elles tiennent encore debout, sont désormais occupées par des pêcheurs ou encore par des meuniers.
De ces différentes époques, il reste des bâtiments délabrés, marqués soit par une architecture arabe omanaise ou coloniale. À la fin de la journée, les familles sortent volontiers dans les ruelles pour bavarder. L'atmosphère y est très paisible. C'est l'heure aussi pour les femmes de pêcheurs de ranger ces grandes bâches sur lesquelles elles ont fait sécher le poisson. À une trentaine de kilomètres plus au sud, Masoko, le port de Kilwa, est déjà en plein mouvement au lever du jour. Des femmes se hâtent pour rejoindre les dos qui viennent d'arriver pour négocier directement le produit de la pêche. Après avoir pris d'assaut les plus grandes embarcations, elles vont revenir sur la plage, soit pour aller revendre ce qu'elles viennent d'acheter, ou pour écailler et préparer les poissons qu'on leur a confiés. Dans le centre de Kilwa, on circule en rickshaw, ces mototaxis très populaires en Inde et très bien adaptés à cette partie de la Tanzanie. Si la majeure partie du poisson frais se négocie à la sortie des bateaux, au marché, on vend plutôt du poisson séché. Pendant les heures chaudes, les hommes boivent du café en jouant au bao, une sorte de jeu de dames. À quelques encablures de Kilwa, l'île de Kisiwani est sans doute l'expression la plus spectaculaire du passé de cette région. Kilwa Kisiwani a atteint l'apogée de sa prospérité au XIIIe et XIVe siècle. En 1331, le grand voyageur Ibn Battuta y fait escale et décrit Kilwa comme l'une des plus belles villes du monde. Cette ville swahili tirait sa prospérité du contrôle du commerce maritime dans l'océan Indien avec l'Arabie, l'Inde et la Chine, lorsque l'or et l'ivoire de l'arrière-pays s'échangeaient contre l'argent, la cornaline, les parfums, les faïences de Perse et les porcelaines de Chine.
La grande mosquée, édifiée au XIe siècle, considérablement agrandie au XIIIe siècle, possède une couverture totalement constituée de dômes et de nombreuses voûtes, dont certaines décorées de porcelaine de Chine enchâssée. Les vestiges couvrent une grande partie de l'île, et de nombreux secteurs de la ville ancienne n'ont toujours pas été fouillés. Il subsiste d'importantes ruines en place en calcaire corallien et mortier de chaux, comme le palais d'Usuni-Kubwa, sans doute construit entre 1310 et 1333. Kilwa Kisiwani a frappé sa propre monnaie du XIe au XIVe siècle. Au XVIe siècle, les Portugais ont édifié un fort à l'entrée de la ville, amorçant son déclin. Aujourd'hui, le village principal arrive à se maintenir par la pêche et une agriculture de subsistance. Un petit restaurant accueille les visiteurs de passage pour la journée. L'école coranique occupe d'anciens bâtiments réhabilités face à la mer. Tandis que l'école traditionnelle enseigne jusqu'au collège. Après quoi, les élèves doivent partir en internat sur le continent. L'île voisine de Songomara est plus petite, mais tout aussi intéressante sur le plan historique. Les ruines à l'extrémité nord de l'île comprennent les vestiges de 5 mosquées, un ensemble palatial, quelques 33 habitations domestiques construites en calcaire corallien et en bois, à l'intérieur d'un mur d'enceinte. Malgré plusieurs expéditions et travaux de recherche sur place, il est difficile de faire face à l'envahissement de la nature, aux caprices de la mer, au vent. On ne parle même pas de restauration. La seule préservation du site exige des fonds que les billets d'entrée des rares visiteurs ne peuvent couvrir. Pour rejoindre le continent et reprendre un bateau, il faut emprunter un chemin qui traverse une mangrove superbe, qui donne sur un village de pêcheurs itinérants. Ces pêcheurs venus de villages au nord de Kilwa ont une autorisation pour séjourner et pêcher ici quelques semaines. Ils se sont bien organisés, en fonctionnant comme un petit village. Les distractions sont rares après la pêche. On répare les voiles et les filets pendant des heures. Le petit café ne désemplit pas. On y sert du thé et des biscuits. Pour rejoindre le continent, il faut emprunter un chenal, ou surprise,
on aperçoit un aigle pêcheur d'Afrique. Si l'espèce ici est courante, il n'est pas d'une approche facile. Avant de rejoindre Kilwa, un détour s'impose sur les immenses marais salants que l'on ne peut atteindre que par bateau. Aboubacar vient effectuer des mesures pour évaluer l'évaporation de l'eau. Je prends la température de l'eau pour voir comment et quand je vais planifier la récolte de sel. À 25 degrés, ça commence à être bon. L'opération complète prend 3 mois depuis la mise en eau jusqu'à la récolte. Combien de kilos vous produisez ? Je produis environ 400 tonnes de sel par an. On exporte ensuite au Burundi, à Dar el Salam, Iringa et Bariadi. Nous quittons ces îles et ce littoral de la Tanzanie qui recèle encore de lieux inconnus enchanteurs, de plages désertes et magnifiques, de sites qui se parcourent comme des livres d'histoire. Sans doute le prétexte pour un nouveau voyage.